Cendrillon. Il était une fois une belle et douce jeune fille qui ne connaissait guère le bonheur. La pauvre enfant avait perdu tour à tour sa mère, puis son père. Avant de mourir, ce dernier s'était remarié. Mais les noces à peine célébrées, la belle-mère montra qu'elle était aussi orgueilleuse que méchante. Quant à ses deux filles, elles ne valaient guère mieux. Aucune des trois ne pouvait souffrir les belles qualités de la jeune fille et elles avaient décidé d'en faire leur servante. Du matin au soir, la malheureuse lavait le sol, faisait les lits, nettoyait les vitres et vidait les cendres de la cheminée. C'est pour cette raison que ses belles-sœurs l'avaient surnommée Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et y invita par lettre toutes les personnalités du royaume. Quel branle-bas dans la maison! La mégère et les deux sœurs ne savaient où donner de la tête. Quelle toilette porterait l'une? Quels souliers porterait l'autre? La pauvre Cendrillon supportait tout avec patience. Elle conseilla sa belle-mère et ses sœurs et s'offrit même à les coiffer. Pendant ce temps, celle-ci plaisantait. « Et toi, Cendrillon, ne voudrais-tu pas aller au bal ?»« Hélas, vous vous moquez de moi, je n'ai pas le temps. »« Ah, heureusement, on rirait bien en voyant Cendrillon aller au bal. » Une autre les aurait coiffées tout de travers pour se venger. Mais Cendrillon était bonne et les aida de son mieux. Et le grand jour arriva. Ces dames arboraient des nez poudrés comme des guimauves et des perruques hautes comme des pièces montées. Et elles portaient des robes couvertes de tant de dentelles, de volants et de rubans qu'elles eurent bien de la peine à se hisser dans leur carrosse. Lorsqu'elles furent parties, Cendrillon se mit à pleurer. Soudain, un éclair illumina la pièce. Les flammes des chandelles vacillèrent, l'escalier grinça. Et la marraine de Cendrillon, qui était une fée, apparut. Elle se pencha doucement sur la jeune fille et murmura « Pourquoi pleures-tu ainsi, mon enfant ?»« Je voudrais tant aller au bal, soupira Cendrillon. »« Eh bien, tu iras, ne te désole pas, répondit la marraine. Mais le temps presse, sèche tes larmes et au travail. Cours vite au jardin, rassemble 4 petites souris, 2 gros lézards et une belle citrouille. Ne traîne pas, je te rejoins. » Cendrillon, quoique fort surprise, obéit. En quelques minutes, elle avait tout réuni. Aussitôt, la marraine agita sa baguette magique et hop! La citrouille fit place à un carrosse d'argent. Les petites souris devinrent des chevaux fringants et les lézards se transformèrent en 2 laquais en livrée de velours. L'un d'eux s'assit immédiatement à la place du cocher, tandis que l'autre invitait Cendrillon à monter dans le carrosse. « Mais comment pourrais-je aller au bal avec mes vilains habits ?» s'exclama cette dernière. « Suis-je sotte ?» fit la marraine. « Où ai-je donc la tête ? J'allais oublier de te vêtir plus convenablement. » Et du bout de sa baguette, elle effleura le front de sa filleule. Les guenilles se changèrent en une merveilleuse robe de mousseline, brodée de perles et de fils d'or. Et Cendrillon se retrouva chaussée des plus jolies petites pantoufles de verre qu'on eût jamais vues. La jeune fille était ravissante ainsi parée, et la fée, sa marraine, la regarda d'un air satisfait. « Bien, dit-elle, cette fois je pense que je n'ai rien oublié. Une chose encore. Souviens-toi bien, mon enfant, qu'il te faudra partir avant minuit. Car lorsque l'horloge du palais sonnera 12 coups, le carrosse redeviendra citrouille, les chevaux redeviendront souris et les laquais lézards. À présent, pars vite et amuse-toi bien. » Cendrillon s'enfuit toute heureuse. En arrivant au palais, elle entendit les rires et la musique. La fête battait son plein. Lentement, la jeune fille descendit le grand escalier de marbre qui menait à la salle de bal. Et comme par miracle, lorsqu'elle apparut, les voix s'éteignirent et l'orchestre se tut. Tous les invités étaient muets de stupeur face à l'extraordinaire beauté de l'inconnue.
Le prince, quant à lui, se précipita au-devant d'elle pour lui demander de lui accorder sa première danse. Et il fit de même pour la suivante, ainsi que pour toutes les autres. Toute la nuit, il n'eut Dieu que pour elle. Les invités chuchotaient « Le prince est tombé amoureux. Qui est donc cette ravissante jeune fille ?» Mais personne ne la connaissait. Seules dans leur coin, les demi-sœurs de Cendrillon se plaignaient. « Qu'a-t-elle donc de plus que nous? Ce n'est qu'une étrangère. Le prince ferait mieux de danser avec nous au lieu de s'occuper d'elle. » Cendrillon, elle, passa la plus belle soirée de sa vie. Dans les bras de son beau prince, elle avait oublié tous ses chagrins et ses peines. Les parquets à cirer, les robes à raccommoder, les humiliations. Mais elle avait aussi oublié les recommandations de sa marraine la fée. Et le temps s'écoulait sans qu'elle y fasse attention. Soudain, l'horloge du palais sonna le premier coup de minuit. Aussitôt, Cendrillon, dégrisée, s'échappa des bras du prince et, sans dire un mot, se précipita aussi vite qu'elle le put vers le grand escalier de marbre. « Il est encore bientôt » implora le prince en courant derrière elle. « Je ne connais même pas votre nom. » Mais déjà Cendrillon était aux portes du palais. « Je vous aime » cria le prince. Trop tard. La jeune fille s'engouffrait dans le carrosse d'argent, dont les chevaux partirent au galop. Au 12e coup de minuit, Cendrillon arriva chez elle. Il était temps, car aussitôt, les laquais redevinrent lézards, le carrosse redevint citrouille, les chevaux redevinrent souris, et ses magnifiques vêtements disparurent pour laisser la place à ses pauvres guenilles. Cependant, sur une des marches de l'escalier de marbre, une pantoufle de verre scintillait. Dans sa folle course, Cendrillon l'avait perdue. Le fils du roi s'en empara et la serra contre son cœur. Quelques heures plus tard, Cendrillon fut éveillée par les cris des 3 mégères. « Tout cela est de la faute de cette souillon !» criait l'aînée des filles. « Si seulement elle avait repassé ma robe correctement. C'est moi que le prince aurait aimé. »« À quoi penses-tu » reprit la seconde. « Si cette idiote avait su serrer mon corset, c'est moi qui l'aurais choisi. » « Du calme, mes chères filles, » intervint leur mère. « Ne vous disputez pas. De toute façon, cette jeune princesse inconnue a disparu. Au prochain bal, c'est vous que le fils du roi remarquera. » Mais quelques jours plus tard, le prince décida d'épouser la belle jeune fille à qui appartenait la pantoufle de verre. On essaya celle-ci aux princesses, puis aux duchesses, aux comtesses et à toutes les dames de la cour. Mais en vain. Alors, les messagers posèrent la précieuse pantoufle sur un coussin de velours rouge et tentèrent leur chance chez toutes les jeunes filles du royaume. Mais aucune n'avait le pied assez fin. Quand vint le tour des sœurs de Cendrillon, l'aînée ne réussit même pas à faire entrer 2 orteils dans l'escarpin. Quant à la cadette, elle aurait dû se couper le talon pour pouvoir le chausser. Alors Cendrillon s'avança. « Pourrais-je moi aussi l'essayer ?»« Certes, » fit le messager du prince, « j'ai ordre de n'oublier aucune jeune fille du pays. »« Mais ce n'est qu'une souillon » s'écrièrent les sœurs. « Il n'est pas allé au bal. »« Peu importe, » rétorqua le messager, « les ordres sont les ordres. » Mademoiselle, si vous voulez bien. Sans difficulté, Cendrillon glissa son joli petit pied dans la pantoufle. À l'instant, sa marraine la fée apparut. Elle caressa la jeune fille du bout de sa baguette magique et hop, ses guenilles se changèrent à nouveau en une robe magnifique, tandis que la seconde pantoufle de verre venait chausser son pied nu. Confuses et honteuses, les vilaines sœurs se jetèrent à ses pieds pour implorer son pardon. Et, malgré tout leur mauvais traitement, la gentille Cendrillon leur pardonna. Peu après, elle épousa le fils du roi dans l'allégresse générale. Tous louaient sa grâce et le merveilleux amour que se portaient les nouveaux époux. Ce furent de grandes réjouissances dans tout le royaume,
Et Cendrillon et son prince vécurent ensuite heureux pendant très longtemps. Le lion et le rat. Par une chaude après-midi d'été, un lion faisait la sieste. Il allait s'assoupir quand un rat lui fila le long du museau. Avec un grondement, le lion leva sa lourde patte et l'abattit sur l'impertinent. « Je vais t'écraser, petit misérable !» rugit-il. « Je vous en supplie, épargnez-moi !» gémit le rat. « Si vous me laissez aller, je promets de vous aider un jour. » « Comment un faible petit rat pourrait-il me venir en aide à moi, le roi des animaux? Tu plaisantes !» Le lion éclata de rire. Il rit tant et tant qu'il souleva sa patte et que, sans perdre une seconde, le rat se sauva. Quelques jours plus tard, le lion chassait dans la savane. Il rêvait avec délice à son prochain repas quand, soudain, il trébucha sur une corde. Un énorme filet se rabattit sur lui. Le lion se tourna, se contorsionna, se tourna encore, mais ce fut en vain. Plus il remuait, plus le filet resserrait son étreinte. Alors l'animal rugit de rage et de désespoir, si fort que tous les animaux l'entendirent. Le rat accourut aussitôt. « Oh, puissant lion !» couina-t-il. « Si vous vous tenez tranquille, je vous aiderai à vous échapper. » Le lion, un peu vexé, ne bougea plus, tandis que le petit rat grignotait patiemment les mailles du filet. Dès que le lion fut libéré, il avoua tout penaud. « Tu m'as sauvé la vie. Jamais plus je ne rirai de toi ni de tes semblables. Je sais à présent qu'on peut avoir besoin d'un plus petit que soi. » Simon et le canal. Ne vous approchez pas du canal, répète 20 fois par jour la maman de Simon à ses deux grandes sœurs, Sophie et Sylvie, chargées de veiller sur lui. Simon ne sait pas ce qu'est un canal. Comment le saurait-il, puisqu'il n'en a jamais vu? Il pense que c'est un monstre énorme et terrifiant caché dans la campagne. La nuit, quand il ne dort pas, il croit entendre ces terribles rugissements. Peut-être le monstre rôde-t-il autour de la maison. Heureusement que la porte est bien fermée. Un matin, Sophie et Sylvie emmènent Simon à la bibliothèque. « Mon petit frère Simon peut-il emprunter un livre ?» demande Sophie à la bibliothécaire. « Sait-il lire au moins ?»« Non, mais il peut regarder les images. »« Bon, quel genre de livre veux-tu, Simon ?»« Un livre sur le canal, dit Simon. »« Choisis-en un autre, conseille Sophie. Il n'y a qu'un livre sur le canal, et il est vraiment casse-pied, crois-moi. » Simon sait bien ce que casse-pied veut dire. L'hiver dernier, son papa s'est cassé le pied en grimpant à l'échelle. Peut-être le canal casse-t-il les pieds des gens à coups de corne? « Tiens, j'ai trouvé un livre pour toi, Simon, dit Sylvie. » Sur la couverture, on voit un horrible dragon qui saute au-dessus d'une rivière. « C'est ça, un canal ?» demande Simon. « Oui, c'est à peu près ça, répond Sylvie, distraitement, croyant évidemment que Simon veut parler de la rivière. Le lendemain, Mamie, leur grand-mère, arrive de la ville pour passer un mois auprès d'eux. Mamie aime bien la campagne et chérit ses petits-enfants. « Nous irons nous promener tous les jours, promet-elle à Simon. » Et Mamie tient parole. Pendant que Sylvie et Sophie sont à l'école, elle emmène Simon dans le bois, dans les prés, dans les collines. Simon s'amuse comme un petit fou. Un jour, Mamie propose d'aller se promener près du canal après le déjeuner. Simon sursaute. Il sent son estomac se serrer, au point qu'il ne peut même pas avaler sa 3e part de gâteau. « N'as-tu pas peur, toi, Mamie ?» demande-t-il enfin. « Peur d'un vieux canal de rien du tout? Quelle étrange idée !» s'étonne Mamie. « Le monstre n'a donc pas l'air si terrifiant? Peut-être est-ce parce qu'il est vieux, se dit Simon. Et il en a même un peu pitié.
Après le repas, Mamie et Simon partent à travers champs. Ils arrivent auprès d'un moulin. À côté, coule le canal. « Où est le canal ?» demande Simon, un peu rassuré par la présence de sa grand-mère. « Mais juste devant toi, voyons !» répond Mamie en le désignant du bout de son parapluie. « Ah !» s'étonne Simon qui ne voit que de l'eau. Mais soudain, il comprend. Le monstre est invisible. Il peut voir les hommes, mais les hommes ne le voient pas. Tout ce qu'il désire, c'est qu'on le laisse en paix. À l'heure du goûter, Simon déclare à toute la famille. En tout cas, les gens ne pourront jamais l'attraper. Attraper qui, mon chéri, questionne Mamie. Le canal. Sophie et Sylvie pouffent. Qui pourrait bien vouloir attraper un canal? Personne. Tant mieux, dit Simon ravi. Je suis bien content pour lui. Et il entame sa 3e part de gâteau. L'enfant du soleil. Loin, très loin, sur une île de la côte ouest du Canada, vivait en ce temps-là un pêcheur et sa femme. Il se sentait bien seul, car il n'avait pas d'enfant et il n'y avait personne d'autre sur l'île. Un soir, la femme était assise sur un rocher et contemplait tristement la mer. « Si seulement nous avions des enfants, je pourrais m'occuper d'eux pendant que mon mari est à la pêche, » se disait-elle en soupirant. Devant elle, un martin pêcheur, entouré de ses petits, plongeait sans relâche dans les vagues à la recherche de nourriture. « Oh, martin pêcheur !» soupira la femme. « Je voudrais tant avoir des enfants pour m'en occuper comme tu le fais. » À son grand étonnement, le martin pêcheur répondit. « Cherche dans les coquillages, cherche dans les coquillages !» Elle se mit alors à marcher sur la plage, regardant à ses pieds, mais ne vit que des coquilles vides. Découragée, elle alla se rasseoir. Le lendemain soir, au bord de l'eau, une mouette plongeait et replongeait pour nourrir ses petits. « Oh mouette !» soupira la femme. « Je voudrais tant avoir des enfants pour m'en occuper comme tu le fais. » Et la mouette lui répondit, elle aussi, « Cherche dans les coquillages, cherche dans les coquillages. » La femme se remit à chercher autour d'elle. Soudain, elle entendit un cri qui semblait venir d'un coquillage plus grand que les autres. Elle le ramassa. À l'intérieur, un tout petit garçon pleurait tant qu'il pouvait. Elle ramena l'enfant chez elle et l'éleva comme s'il était son fils. Peu à peu, il grandit et devint un adolescent robuste. Un jour, celui-ci dit à sa mère « Je t'en prie, fabrique-moi un arc et des flèches. » Comme elle cherchait toujours à lui faire plaisir, la femme lui confectionna avec ses bracelets de cuivre un arc et 2 flèches. Dès lors, le garçon alla tous les jours à la chasse. Au fur et à mesure que le garçon grandissait, son visage prenait une lumineuse teinte cuivrée. Et quand il s'asseyait sur la plage et regardait la mer, celle-ci se calmait instantanément, tandis que d'étranges reflets étincelaient à sa surface. Un jour, une énorme tempête se leva. La mer était si forte que le pêcheur ne put sortir son canot. Alors le garçon demanda avec insistance à son père « Emmène-moi avec toi, père. Je sais comment vaincre l'esprit de la tempête. » Le pêcheur avait peur, mais le garçon insista tant et si bien qu'il accepta. Ils n'eurent pas allé bien loin pour rencontrer l'esprit de la tempête qui venait du sud-ouest, là où demeurent les grands vents. Celui-ci souffla et souffla encore, mais sans réussir à faire chavirer le canot. Alors, il appela son amie, la brume de mer, pour qu'elle voile les flots et la côte et que l'homme et le garçon ne sachent plus du tout où se diriger. Mais quand la brume de mer
vit le garçon au visage cuivré, assis à l'avant du canot. Elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Lorsque la mer fut calmée, le garçon apprit à son père une chanson magique. En l'entendant, les poissons sautèrent d'eux-mêmes dans le filet et, le soir, le pêcheur et son fils rentrèrent avec une bonne pêche. « Quel est le secret de ton pouvoir ?» demanda l'homme au garçon en voyant ce prodige. « Je ne puis encore te le dire, » lui répondit celui-ci. Le lendemain, le garçon partit à la chasse avec son arc et ses flèches de cuivre. Il rapporta des pluviers, des geais bleus et des rouges-gorges. Il leur ôta soigneusement leur plumage et fit ensuite sécher ceux-ci sous les rayons du soleil. Le jour suivant, il se vêtit des plumes des pluviers gris et s'élança dans le ciel. Il fit le tour de l'île en volant. Sous lui, la mer prit une teinte gris sombre comme celle des plumes des pluviers. Le deuxième jour, il revêtit les plumes des geais et s'élança de nouveau dans le ciel. Pendant qu'il faisait le tour de l'île, la mer en dessous de lui prit la même teinte bleue que les plumes. Le troisième jour, il se couvrit des plumes des rouges-gorges et s'élança encore plus haut. La mer, au-dessous de lui, prit des reflets de feu, et le ciel, à l'ouest, se couvrit d'une teinte lumineuse, du même or que celui de son visage. Alors le garçon revint sur l'île et dit à ses parents « Je vais vous révéler le secret de mon pouvoir. Je suis l'enfant du soleil. Le temps est venu pour moi de quitter cette île pour toujours, mais je ne vous abandonnerai pas. Vous me verrez souvent, à la fin du jour, quand le soleil illumine le ciel d'ouest. Lorsque le ciel et la mer prendront la couleur de mon visage, vous saurez qu'il fera beau le lendemain et que l'esprit de la tempête ne soufflera pas. » Se tournant vers son père, il dit encore « Je t'ai appris la chanson magique qui fait sauter les poissons d'eux-mêmes dans le filet. » Puis, déposant les plumages des oiseaux sur les épaules de sa mère, il ajouta « À vous, ma mère, je donne cette robe magique. Si le vent souffle et que la mer se déchaîne, portez cette parure et la tempête se calmera. Et si vous avez besoin de moi, jetez ces petites plumes blanches dans le vent. Elles voleront jusqu'à moi pour me dire que le monde est gris et désolé et que vous vous languissez de votre fils. » Ayant ainsi parlé, le garçon s'envola vers l'ouest, laissant le pêcheur et sa femme bien tristes. Mais depuis ce jour, quand la brume couvre la mer, la femme du pêcheur lance quelques petites plumes blanches dans le vent pour dire à son fils que le monde a perdu sa joie et ses couleurs et qu'elle rêve de revoir son visage doré. Alors, à la tombée du jour, le ciel s'embrase, la mer prend des reflets de cuivre. Les hommes savent qu'il fera beau le lendemain et que l'esprit de la tempête ne soufflera pas, ainsi que l'enfant du soleil le leur a promis il y a très, très longtemps. La cigale et la fourmi. Par une splendide matinée d'été, une cigale s'amusait au soleil. « Ah, se disait-elle, l'été est la plus belle saison de l'année. Pourquoi donc les autres n'arrêtent-ils pas de travailler? Personne ne veut jouer avec moi. Et ces pauvres fourmis, toujours affairées, jamais elles ne prennent du bon temps. » Justement, une fourmi passait devant la cigale, ployant sous un lourd épi de blé. « Ne voulez-vous pas profiter de ce beau temps ?» demanda la cigale. « Je m'en garderai bien, » répondit la fourmi. « Et croyez-moi, si vous-même ne commencez pas à faire des provisions, vous n'aurez rien à manger cet hiver. »« L'hiver est encore loin, ma chère, » dit la cigale en riant, et elle retourna à ses jeux. 4 mois plus tard, par une froide matinée d'hiver, notre cigale s'avançait péniblement sur le sol gelé. Elle grelottait de faim et de froid. Mais elle avait beau chercher, elle ne trouvait rien à manger sur la terre couverte de neige. S'approchant de la fourmilière,
elle vit les fourmis attablées. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de votre blé, sinon je vais mourir de faim, » pria la cigale. « Je vous reconnais, » dit une des fourmis. « Vous avez bien profité du beau temps. Moi, j'ai travaillé cet été, mais je ne crains pas l'hiver. » Et elle termina tranquillement son repas. La princesse sur un poids. Il était une fois un jeune prince qui vivait dans un pays lointain. Il n'était pas heureux, car il voulait épouser une vraie princesse et ne la trouvait pas. « Vous êtes trop exigeant, disait la reine, sa mère. Je vous ai présenté les princesses les plus belles, les plus intelligentes et les plus charmantes de ce royaume et de tous les pays alentours, mais vous n'êtes jamais satisfait. »« Je vous en suis très reconnaissant, mère, répondait le prince. Mais ce n'étaient pas de vraies princesses. Pourtant, je suis certain que j'en rencontrerai une un jour. » Il savait fort bien, au fond de son cœur, qu'il ne renoncerait jamais à son rêve. « J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui se prétendaient princesses, pensait-il. Certaines étaient très belles et d'autres très intelligentes. Beaucoup étaient tout à fait charmantes, mais ma future épouse devra être tout cela à la fois et bien plus encore. À la recherche de sa princesse, le prince partit faire le tour du monde. Il visita les palais de la Perse et du Pérou, ceux de la Chine et de l'Espagne, mais il ne trouva pas celle qu'il cherchait. L'hiver sombre et gris approchait à grands pas quand il décida de rentrer dans son pays. Il était de retour depuis quelques semaines lorsqu'une nuit, une tempête épouvantable se déchaîna. Le tonnerre grondait, les éclairs illuminaient le ciel et un vent glacial se faufilait à travers les fenêtres et les portes du palais. Le prince s'était mis au lit de bonne heure pour se réchauffer, tandis que le roi et la reine lisaient devant la grande cheminée du salon. Le vieux roi frissonna tout en se rapprochant frileusement du feu. « Je suis content d'être ici bien au chaud. Je plains vraiment ceux de mes sujets qui sont dehors par ce temps abominable. » « Aucune personne sensée ne voudrait courir les routes par une nuit pareille, » répondit la reine. À peine avait-elle prononcé ces mots que tous deux entendirent frapper. Le roi se précipita dans l'entrée et tira les verrous de la lourde porte, qu'il ouvrit avec effort. Un coup de vent fit entrer des grelons et un éclair illumina le corridor. « Brrr !» grelotta le roi, « quelle nuit !» Devant lui, surgie de la tempête, se trouvait une ravissante jeune fille. Sa robe était trempée et ses chaussures étaient couvertes de boue. Ses longs cheveux dorés tombaient en boucles mouillées sur ses épaules. « Mon Dieu, qui êtes-vous, ma pauvre fille ?» demanda le roi. « Je suis une princesse, » répondit la jeune fille en claquant des dents. « Oui, oui, ma chère enfant, bien sûr, » sourit le roi. « Entrez donc, bien que je n'ai jamais vu de princesse arriver en aussi piètre équipage. » « Moi non plus, pensa la reine. Je n'ai jamais vu une princesse arriver seule et à pied. Mais je saurai vite si elle est princesse. » Pendant que la jeune fille se réchauffait devant le feu et se régalait du souper qu'on lui avait fait servir, la reine demanda aux servantes de préparer un lit dans une des chambres réservées aux invités et d'y empiler tous les matelas qu'elle pourrait trouver au château. Il y en avait 21, de toutes les couleurs, de toutes les épaisseurs et de toutes les tailles, et chacun était assez moelleux pour qu'une personne ordinaire puisse y dormir confortablement. Alors la reine plaça un poids sec tout en bas sous le premier des 21 matelas. « Voilà, pensa-t-elle, nous allons bien voir si cette jeune fille est une véritable princesse comme elle le prétend. » Et elle retourna au salon où l'étrange visiteuse achevait de manger et de se sécher. La reine sourit aimablement.
« Je vous ai fait préparer un lit douillet, dit-elle à l'inconnu. Je suis sûre que vous passerez une bonne nuit. » Le roi et la reine saluèrent leur invité et se retirèrent dans leur appartement. La jeune fille monta dans sa chambre, enfila une chemise de nuit et grimpa tout en haut de son énorme lit à l'aide d'une grande échelle. Quand le lendemain matin, elle descendit pour le petit déjeuner, la reine lui demanda en souriant : « Avez-vous bien dormi, ma chère ? » « Je suis navrée de vous avouer que non, » répondit la jeune fille. « Je sais que c'est impoli de le dire, mais malgré tous ces matelas, je ne me sentais pas vraiment à l'aise. »« Mais cela est impossible, » dit le roi. « Vous aviez le meilleur lit du palais. » La jeune fille rougit, craignant de sembler ingrate, mais poursuivit. « J'avais l'impression d'être couchée sur un caillou. D'ailleurs, ce matin, j'ai des bleus partout. » La reine n'en croyait pas ses oreilles. « Vous êtes une vraie princesse !» s'écria-t-elle avec surprise. « Seule une princesse peut avoir la peau si tendre et si sensible. Seule une vraie princesse peut sentir un pois sec à travers 21 matelas. » Quand le prince entra dans la salle à manger, il regarda la belle jeune fille et sut tout de suite qu'elle était celle dont il rêvait depuis si longtemps. Il n'avait besoin ni de présentation, ni de pois sec, ni de 21 matelas pour savoir qu'il avait trouvé sa vraie princesse. Leur mariage fut célébré aussitôt, et tout le pays participa aux réjouissances. Quant au pois sec, il fut placé dans une des vitrines du musée royal, où on peut encore le voir. Bob la rhubarbe. C'était un drôle de petit homme, vendeur de tomates et de pommes. Une feuille de rhubarbe sur la tête, il poussait gaiement sa charrette. Bob la rhubarbe, on l'appelait, et tout le monde le saluait. Mais un jour, c'est un poireau qu'il porta en guise de chapeau. « La rhubarbe n'est plus de saison, expliqua-t-il sans façon. Dès que change la nature, j'arbore une autre coiffure. » Les voyages de Gulliver. En ce temps-là, vivait à Londres un homme qui s'appelait Gulliver. Il était médecin et adorait voyager. Aussi s'embarquait-il souvent vers des pays lointains. Il naviguait ainsi depuis des mois au bord de l'Antilope. Comme le bateau longeait les côtes d'une terre inconnue, une terrible tempête éclata. Le vent précipita l'Antilope contre les rochers et très vite, le navire éventré sombra. Tout l'équipage épouvanté se jeta à l'eau. Mais seul Gulliver réussit à nager dans les flots déchaînés jusqu'au rivage, qu'il atteignit sain et sauf. Les autres marins périrent tous noyés. Gulliver se traîna avec peine jusqu'à la plage. Et là, complètement épuisé, il tomba dans un profond sommeil. Lorsqu'il s'éveilla, le soleil brillait, éblouissant, et lui faisait mal aux yeux. Poussant un gémissement, Gulliver tenta de se relever. À sa terreur, il constata qu'il ne pouvait faire le moindre mouvement. Ses bras et ses jambes étaient solidement fixés au sol. Au bout d'un instant, il sentit quelque chose remuer le long d'une de ses jambes. Il s'efforça de soulever la tête et vit un homme minuscule, pas plus gros que son petit doigt, avancer jusqu'à sa poitrine. Alors, à son grand étonnement, Gulliver s'aperçut qu'une centaine au moins de ces petites créatures escaladaient son corps, armées d'arcs et de flèches miniatures. Il poussa un cri d'effroi et essaya de se dégager. Il cria si fort que beaucoup de petits hommes tombèrent sur le sol, tandis que d'autres s'enfuyaient. Mais lorsqu'ils virent que Gulliver était bien incapable de se libérer,
Ils revinrent lui lancer une pluie de flèches, petites et pointues comme des aiguilles. « Aïe! Aïe !» cria Gulliver lorsque les flèches atteignirent son visage. Puis une autre volée s'abattit sur son torse et ses mains. Gulliver essayait désespérément de briser les liens qui le retenaient au sol. Mais il ne servait à rien de lutter. Les nœuds étaient bien trop résistants. Gulliver renonça. Il resta immobile sur le sol et finit par s'endormir. Il fut réveillé par des coups de marteau. En tournant la tête autant qu'il le pouvait, il vit qu'une estrade de bois avait été construite à côté de lui et qu'un homme bien habillé y grimpait lentement. Cet homme, qui semblait un personnage important, lui tint un long discours auquel il ne comprit rien. Seul le mot « Lilliput » revenait presque à chaque phrase. « Je ne saisis pas, » lui répondit Gulliver. « Veux-tu me dire que ton pays s'appelle Lilliput ?» Puis Gulliver tenta d'expliquer au petit homme qu'il avait faim et soif. On lui apporta effectivement à boire, mais il devait s'agir d'un puissant somnifère, car il s'endormit aussitôt une nouvelle fois. Tandis que Gulliver dormait, 500 charpentiers et 600 mécaniciens entreprirent de construire un chariot de bois pour l'emporter jusqu'à la capitale. 900 hommes armés de leviers furent nécessaires pour le soulever et l'y déposer, et 1500 chevaux le traînèrent péniblement par monts et par vaux. Le cortège s'arrêta juste aux portes de la ville. Là, Gulliver fut libéré de ses liens et on le fit descendre du chariot. Il se mit debout et regardait autour de lui. À son grand étonnement, il découvrit à ses pieds toute une ville en réduction, avec des maisons, des rues et des jardins. Autour de lui, des milliers de curieux, les hommes et les femmes de ce pays, l'observaient, bouche bée. À l'écart de la foule, monté sur un magnifique petit cheval, l'empereur, plus grand et plus beau que les autres Lilliputiens, s'avançait dans toute sa splendeur. Il portait un casque d'or, orné d'une plume, et brandissait une lourde épée, à la garde sertie d'un diamant. À la vue de Gulliver, le cheval terrifié se cabra. L'empereur descendit de sa monture et se dirigea avec une grande majesté vers les énormes pieds de Gulliver. Près de là, s'élevait une haute tour, presque aussi haute que Gulliver lui-même. C'était de loin le plus grand bâtiment de Lilliput. L'empereur et sa suite en gravirent les marches pour mieux observer le géant. Puis ils s'adressèrent à lui, dans leur langue inconnue pour le saluer. Gulliver essaya de leur répondre en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien, mais il ne semblait pas comprendre un mot de ce qu'il disait. Alors l'empereur descendit de la tour et frappa dans les mains. Aussitôt, 20 chariots remplis de toutes sortes de victuailles furent apportés. Baissant les yeux vers la foule assemblée à ses pieds, Gulliver reconnut les dames de la cour à leurs robes somptueuses. Comme les dames lui faisaient la révérence, Gulliver vit chatoyer leurs capes de satin et les longues traînes de leurs robes. Elles semblaient si jolies qu'il en aurait volontiers cueilli une pour l'admirer de plus près. Mais il ne voulait pas les effrayer. Au contraire, les dames de la cour parurent fort choquées en voyant Gulliver soulever les chariots l'un après l'autre et dévorer d'une bouchée la nourriture qu'ils contenaient. Et lorsqu'il engloutit des barils de vin entiers, plusieurs d'entre elles s'évanouirent. Enfin, on laissa Gulliver à la garde de centaines de minuscules soldats, après avoir entouré ses chevilles de lourdes chaînes fermées de robustes cadenas. Quelques jours passèrent ainsi. Mais tous les habitants de Lilliput n'acceptaient pas volontiers la présence de ce géant enchaîné aux portes de la ville. Ce soir-là, un groupe de 6 hommes attaqua Gulliver avec des arcs et des flèches, des épées et des couteaux. Heureusement, les gardes de l'empereur eurent vite fait de les arrêter. Avec le manche de sa pique, le capitaine poussa les assaillants tout près des mains ouvertes du géant. Il semblait lui dire « Ils vont te tuer. Eh bien, maintenant, fais-en ce que tu voudras. » Gulliver les rassembla dans le creux de sa main et en mit 5 dans sa poche.
Quant au 6e, il le souleva jusqu'à sa bouche ouverte, comme s'il allait l'avaler. Mais Gulliver n'était pas méchant. Il redéposa bientôt sa victime sur le sol, à côté des 5 autres qu'il avait sortis de sa poche. Terrifiés, tous filèrent aussi vite que leurs petites jambes le leur permettaient. Les Lilliputiens furent saisis d'admiration devant la bonté de Gulliver pour ceux qui avaient voulu le tuer. Tous coururent annoncer la nouvelle à l'empereur. Or, les ministres étaient justement rassemblés pour prendre une décision au sujet du géant étranger. Ils décidèrent que c'était un bon géant, qu'on le logerait désormais plus confortablement et qu'on lui apporterait tous les jours suffisamment de victuailles pour se nourrir. Gulliver fut soulagé de voir qu'on le traitait bien, mais il se sentait seul et se demandait comment retrouver l'Angleterre. Veux-tu savoir ce que va devenir Gulliver? Tu trouveras la suite de ces récits après les aventures de Sindbad.